peuple de YouTube, bonjour, comment ça ? Des maires ont été hués. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, évidemment, bien sûr. C'est cette nouvelle polémique, oserais-je dire, cette nouvelle panique morale qui a agité les chaînes d'information en continu et Twitter toute la semaine. On va réfléchir à tout cela et on va essayer de monter un peu en généralité pour se demander, au fond, qu'est-ce que c'est que la violence en politique ? Les faits, lesquels sont-ils ? Les faits sont que dans plusieurs villes, au moment de l'annonce des résultats, dans certaines villes qui ont été conquises par des maires divers gauche ou des maires insoumis, le maire sortant ou le candidat défait de la droite a été hué au moment de l'annonce des résultats. Ça s'est par exemple produit à Mantes-la-Jolie. Raphaël Cognet quitte la salle, hué, vilipendé. Et ça s'est également produit au Blanc-Mesnil où le sénateur qui se présentait était l'ancien maire dont on reparlera, Thierry Ménion. Avec un certain nombre d'irrégularités majeures qui donneront lieu à un retour. Une scène similaire s'est produite dans une ville qui est très scrutée par tout le champ politico-médiatique depuis le premier tour de l'élection. Il s'agit de Saint-Denis où le maire insoumis Bali Bagayoko, dont on reparlera lui aussi, a été élu dès le premier tour. Cette semaine, il y a eu le premier conseil municipal et lors de ce conseil, le maire sortant socialiste, Mathieu Hanotin, a lui aussi été hué. Je vous laisse un héritage, mais je ne vais nulle part, car peu importe mon rôle, c'est ici ma place. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc les faits, vous les voyez, sont finalement assez simples. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces actes en eux-mêmes ? Certains d'entre vous diront bien fait. Moi, en ce qui me concerne, je suis pas trop là-dedans. Bon, vous me connaissez. Moi, je pense que l'exacerbation de ce type de conflictualité en politique ne sert pas le débat public. Donc, à titre personnel, je considère que ce ne sont pas des scènes qui honorent particulièrement le débat public. La première chose qu'il faut immédiatement ajouter, c'est que dans une partie des faits que l'on a montrés, les vainqueurs ont tenté de calmer la foule. On reste tranquille. On a gagné. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de provoquer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, il n'y a pas eu de violence physique. Il n'y a eu rien d'autre que des mouvements de foule qui sont totalement ordinaires en politique. Par contre, c'est des mouvements de foule qui ont lieu dans des villes de banlieue. C'est des mouvements de foule dans lesquels on voit des personnes racisées. Et c'est des mouvements de foule dans des villes où la mairie a été remportée par, en l'occurrence à Mantes-la-Jolie comme au Blanc-Mesnil, 2 maires noirs de peau. Et là, tout de suite, on voit évidemment où ça nous emmène. On peut immédiatement souligner un 2 poids 2 mesures, et vous allez voir que ce 2 poids 2 mesures va s'approfondir à mesure qu'on va creuser le dossier. Souvenez-vous du mouvement des agriculteurs. Ils n'étaient pas contents quand même, les agriculteurs, quand ils ont bloqué des routes. Ils n'étaient pas polis, les agriculteurs, quand ils ont accueilli vertement Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Et là, on n'entendait pas parler de lynchage. On voit que selon les corps des personnes en colère, la colère peut être perçue comme l'expression d'un sentiment légitime dans un cas, et une violence insupportable dans l'autre, alors que, de fait, les événements sont identiques. Regardez par exemple ce qu'en a dit Gabriel Attal. Depuis dimanche, dans les villes emportées par la France insoumise. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on l'a dit et répété, au Blanc-Mesnil, c'est une ville divers gauche, c'est pas une ville étiquetée France insoumise. Les mêmes scènes abjectes se multiplient. Le choix des mots, abject. Notre démocratie, notre république, nos élus méritent mieux que la brutalité et les torrents de haine promus par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Soutien total aux anciens maires de Saint-Denis, Creil, Le Blanc-Mesnil, Vaux-en-Velin et Aubervilliers. Regardez ce qu'en dit Aurore Berger. Ces images sont insupportables. Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. Ce traitement qu'il aurait réservé devrait indigner tous les républicains sincères. Où étaient-ils Aurore Berger et Gabriel Attal, quand plusieurs candidats insoumis et même socialistes recevaient des menaces de mort pendant la campagne municipale. Regardez ce papier publié à l'époque par Libération. « Je vais te trancher la gorge ». Jugement fin mars pour l'homme suspecté d'avoir menacé de mort une candidate LFI à Strasbourg, Jamila Hadoun, travailleuse sociale de 44 ans, en 10e position sur la liste LFI à Strasbourg, qui a été violemment insultée et menacée de mort
par un homme muni d'un couteau. Ça n'est pas la seule candidate de gauche en général et insoumise en particulier à avoir été menacée de manière précise, menacée de manière grave, menacée de manière même ici imminente. Pendant la campagne municipale, où étaient-ils là ? Aurore Bergé et Gabriel Attal ? C'est pas tout. Et c'est même pas le pire. Regardez ce qui s'est passé à Arcachon. La vidéo a été sortie par le média en ligne Vaquita. On y voit l'ancien maire qui a par ailleurs été réélu, l'ancien maire d'Arcachon réélu, insulter et menacer copieusement son adversaire défait au municipal, son adversaire écologiste. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Je critique monsieur le maire. Vie personnelle. Mais attendez. Je vais le trouver dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Enculé à vous, je le ferai. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je... Mais écoutez, mais moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace, je ne menace pas. Là, vous avez de la vraie violence, là, pour le coup. Là, vous avez de la vraie violence. Là, vous avez des menaces. Là, vous avez des insultes. Là, vous avez même une menace qui s'étend à la famille d'un candidat, proférée par le candidat et élu sortant, les Républicains, Yves Foulon. Devant ces images, Gabriel Attal et Aurore Bergé se sont fendus d'un tweet stigmatisant des images absolument insupportables pour la République, une trahison totale de nos valeurs, absolument pas plaisante. Évidemment, ni Aurore Bergé ni Gabriel Attal, à ma connaissance, ne se sont émus de cette séquence qui est pourtant absolument scandaleuse. Regardez comment Bruno Retailleau a réagi devant ces images d'une gravité, me semble-t-il, incontestable. Les Républicains, ça ? Ces propos sont inacceptables. J'ai eu Yves Foulon, je lui ai demandé de s'excuser. Il m'a néanmoins expliqué le contexte. C'est pas bien, mais. C'est que ce candidat avait publié sur des documents de propagande la photo de sa maison personnelle. C'est donc une atteinte à la vie privée. C'est une maison visiblement emblématique d'Arcachon, semble-t-il, et pour laquelle il a donné lui-même les autorisations de destruction. La maison du maire sortant d'Arcachon est directement liée à un bâtiment public emblématique dont il a demandé la destruction. Donc, en l'espèce, ça n'est pas simplement publié par pure malveillance les photos de la maison privée du maire, c'est mettre sur le débat public un débat dont on peut considérer qu'il est légitime ou non, mais un débat qui existe, et un débat qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ne justifie aucunement les insultes de surcroît homophobes, les menaces de mort, les menaces de violence, menaces qui s'étendent même à la famille du candidat. Donc là, vous entendez Bruno Retailleau dire « c'est pas bien, mais …» il faut le comprendre. Nul besoin de vous préciser qu'en ce qui concerne les maires hués pendant les conseils municipaux et au soir des élections, Bruno Retailleau a adressé sa condamnation la plus vive, la plus virulente et la plus absolue. Donc, dans un cas, des maires hués, on condamne comme étant des violences inacceptables, insupportables et haineuses en République. Dans l'autre, un maire qui profère les insultes et les menaces que vous avez vues, il faut le comprendre, il y a un contexte. Ça n'est pas tout, parce que là, au moins, Bruno Retailleau a réagi. Il y a un autre cas dans le cadre duquel Bruno Retailleau, pour l'instant, ça va peut-être venir, mais pour l'instant n'a pas réagi. Et là, on revient au cas de Thierry Ménian au Blanc-Ménil. Alors, il faut redonner un peu de contexte sur ce qui s'est passé au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, vous avez un maire, les Républicains, qui s'appelle Thierry Ménian, qui a administré la ville pendant des années, jusque 2021. En 2021, du fait de la loi sur le cumul des mandats, il a dû lâcher son poste de maire pour conserver son fauteuil de sénateur. Il est donc actuel sénateur, et là, il a voulu reconquérir sa ville pour en redevenir le maire, sachant que, d'après tous les témoignages, il n'en est jamais resté très loin du bureau du maire. C'est dans ce contexte-là que la journaliste Nassira El Moadem a publié un livre très récent qui s'appelle « Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil ». Dans ce livre, on voit relater les représailles de la mairie contre les associations et les clubs sportifs, la chasse aux sorcières contre les agents municipaux, l'octroi mystérieux en 2020 d'une subvention de 20 000 € à une association créée 2 mois plus tôt par Sarah Knafo, des candidats fantoches pilotés par le cabinet de Thierry Ménian, des faits de harcèlement sexuel, et j'en passe. Elle révèle par ailleurs que Thierry Ménian n'habite absolument pas au Blanc-Ménil, qu'il habite dans son confortable appartement cossu dans le 16e arrondissement de Paris.
Et qu'au fond, il considère le Blanc-Ménil comme étant son territoire, son domaine, celui qui lui revient de droit, mais dans lequel il va quand même pas aller vivre, parce qu'on est quand même mieux à quelques dizaines de kilomètres de là, dans le cossu 16e arrondissement de Paris. Bon, écoutez, un être absolument délicieux. Eh bien, Thierry Maignan, voilà ce qu'il a déclaré au journal Le Monde, qu'il interrogeait justement sur ce livre de Nassira El Moadem. « Je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout, elle va mourir, je la tue. » Devant ces paroles, bien sûr, Gabriel Attal et Aurore Berger se sont fendus d'un tweet absolument scandalisé, dénonçant un homme politique qui ne devrait plus avoir sa place dans les institutions de la République compte tenu de ce qu'il a osé proférer. Bruno Retailleau, lui, évidemment, a dit toute sa colère, son incompréhension et sa tristesse de voir ainsi un de ses collègues dériver vers des propos inacceptables. Non, bien sûr, je plaisante, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit, si ce n'est qu'au moment où je parle en ce moment même, il y a une procédure disciplinaire qui a été engagée au Sénat. Gérard Larcher, le président du Sénat, a pour l'instant saisi la commission de déontologie du Sénat pour voir la sanction que cette commission juge appropriée, si sanction il doit avoir. Nous verrons si Thierry Maignan, par ailleurs candidat défait, qui n'est donc pas redevenu maire au Blanc-Ménil, nous verrons si le sénateur Thierry Maignan sera sanctionné au Sénat. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, au moment où nous parlons, il y a un silence absolument assourdissant de la part de ses proches alliés et amis politiques, à commencer par le patron de son parti, Bruno Retailleau. Un mot sur les menaces qu'il profère. Bon, alors bien sûr, certains diront que c'est des menaces de mort, on pourrait tout à fait le comprendre comme ça. Lui plaidera la métaphore en disant « mais bien évidemment, quand je dis je la tue, je veux dire je termine sa carrière ». Dans un cas comme dans l'autre, c'est des menaces absolument inacceptables et un champ lexical ultra choquant. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, on parle sans cesse de menaces de mort, on parle de mettre une cible dans le dos, dire d'une journaliste « elle va mourir, je la tue », je ne sais vraiment pas ce qu'il vous faut. La phrase en réalité la plus choquante et en même temps la plus révélatrice, c'est évidemment « je vais la fouetter », sachant qu'il parle de Nassira El Moadem, une journaliste racisée, une héritière, une descendante de l'immigration, et que dans ce cadre-là, la phrase « je vais la fouetter » est évidemment une phrase d'une violence folle et d'une violence qui témoigne un refoulé colonial absolument clair et explicite. Inutile de vous dire que ces déclarations-là n'ont pas tourné en boucle alors qu'elles l'auraient dû, n'ont pas tourné en boucle sur les chaînes d'infos en continu, contrairement aux vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Il faudrait aussi parler un petit peu peut-être des violences symboliques. Et peut-être n'est-il pas inutile à cet endroit-là, à ce moment-là, de revenir sur Bali Bagayoko. L'affaire a d'ores et déjà fait le tour de tous les plateaux, de tous les articles et de toutes les vidéos sur Internet, donc je serai bref. Mais bien sûr, vous vous souvenez sans doute de cette fake news absolument abjecte qui a été créé et amplifié par l'extrême droite au soir de l'élection de Bali Bagayoko, donc maire insoumis élu au premier tour à Saint-Denis. Cette fake news selon laquelle il aurait proféré la phrase « Saint-Denis est la ville des Noirs ». Une phrase qu'il n'a jamais dite. On peut en refaire très brièvement l'historique. Je vous montre d'où tout cela part. Cette séquence sur LCI au soir de l'élection de Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Saint-Denis c'est la ville des rois? Parce que c'est dans la basilique Saint-Denis que sont enterrés les rois de France. Ça n'est pas seulement, dit-il, la ville des rois, c'est la ville des rois et du peuple vivant. La ville des rois et du peuple vivant, c'est une expression forgée par un poète communiste, le poète Marcenac, Jean Marcenac. C'est une manière de dire que Saint-Denis n'est pas qu'une ville appartenant au passé dans laquelle les rois de France sont enterrés, c'est aussi une ville qui appartient au présent et à l'avenir, une ville dans laquelle le peuple est bien vivant. Et c'est important, je crois, de le dire de la part de Bali Bagayoko, et c'est beau de citer un poète communiste au soir de son élection. Eh bien, cette phrase, qui ne fait aucun doute, c'est-à-dire que quand on écoute la vidéo, il le répète 2 fois, c'est très clair, aucune hallucination auditive n'est possible, sinon... en étant pris soi-même d'une obsession absolument mortifère. Mais ce que dit ici Bali Bagayoko est clair, tellement clair qu'il le répète 2 fois, tellement clair qu'il cite une phrase connue, tellement clair que cette phrase connue, la ville des rois et du peuple vivant, avait été citée pendant la campagne par son adversaire socialiste, Mathieu Hanotin. Donc,
il ne devrait y avoir aucun problème. C'est très beau ce que dit ici Bali Bagayoko, c'est une très belle soirée, c'est un très beau moment. Et bien évidemment, l'extrême droite sur Twitter a détourné cet extrait pour forger une fake news. Bali Bagayoko aurait dit « la ville des Noirs », il ne l'a pas dit. On ne peut pas le comprendre et on n'aurait jamais fait ce procès à quelqu'un d'autre. Si on le fait à lui-même, c'est à n'en point douter parce qu'il est lui-même un homme noir. Il y a eu une vraie manipulation dans tout ça. Je vais quand même vous montrer ces extraits pour bien vous prouver qu'il y a eu une volonté claire de manipuler et de diffuser une fake news. Voilà ce que dit Emmanuel de Villiers. Alors c'est le frère de Philippe de Villiers. Voilà ce que dit Emmanuel de Villiers, qui est un des premiers à relayer cette fake news. Le futur maire LFI de Saint-Denis s'autorise un humour extravagant en proclamant que Saint-Denis est la ville des Noirs. Voilà la vidéo tronquée qu'il diffuse. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que évidemment Saint-Denis c'était la ville des rois. Aujourd'hui c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où il y a beaucoup de gens. Voilà, donc vous voyez que l'extrait est totalement tronqué, c'est une hallucination auditive très claire, on utilise le moment où Bali Bagayoko parle par-dessus Darius Rochebin en étant sous-mixé, donc on comprend pas bien ce qu'il dit, et on peut avoir cette impression, vous voyez que la coupe est une coupe opportune, ça s'arrête juste avant qu'il ne répète une troisième fois et que l'on comprenne parfaitement, sans l'ombre d'un doute possible, qu'il est en train de citer la phrase du poète communiste. Il va être suivi par tout le reste de la fachosphère qui, eux, n'auront aucun problème à relayer la vidéo initiale qui est une réfutation de ce que eux disent. Regardez ce que dit par exemple Gilbert Collard, donc là on est au cœur de l'extrême droite, c'est la ville des rois, et le nouveau maire de Saint-Denis répond c'est la ville des noirs. Cette phrase est terrible par son séparatisme, et pourtant lui, il relaye la vidéo initiale où la déclaration est très claire. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. La fake news est lancée. Elle va être amplifiée, je vous le disais, par toute l'extrême droite. Par exemple, Jean Messia. Jean Messia, dont on rappelle qu'en tant que candidat lui-même, il a fait 3% aux élections municipales, mais qui, en relayant une autre vidéo, nous dit « Je vous présente Bali Bagayoko, nouveau maire LFiste français, entre guillemets, de Saint-Denis, élu dès le premier tour. » Sa déclaration, Saint-Denis était la ville des rois, maintenant elle est la ville des noirs. Alors là, vous voyez que là, on est dans une fake news absolue. C'est-à-dire que là, vraiment, il invente complètement une phrase qu'il fait prononcer à Bali Bagayoko. Il lui met une phrase dans la bouche qu'il n'a même jamais prononcée. On n'est plus seulement dans une tentative de provocation d'une hallucination auditive. Là, on est clairement dans de la désinformation absolue. Là, vous voyez à quel point est-ce que Bali Bagayoko a été victime donc d'une fake news. Alors vous allez me dire, bon, l'extrême droite raconte n'importe quoi sur Twitter, et alors ? Et alors, le problème, c'est que cette fake news, elle ne s'est pas cantonnée aux fanges du caniveau qu'est Twitter, elle a derrière inondé les plateaux télé, par exemple, dès le lundi soir, sur le plateau de C'est ce soir animé par Karim Rissouli, où le tristement célèbre Alexandre Devecchio, éditorialiste au Figaro, Alexandre Devecchio qui lui-même appartient à cette extrême droite identitaire dont il relaye absolument toutes les thèses, eh bien il n'en relaye pas que les thèses, il en relaye également les fake news, par exemple ce soir-là, dans C'est ce soir. Le maire qui vient d'être élu dit « on est la ville des Noirs ». Bali Bagayoko s'est vu interroger là-dessus. Le lendemain matin par Apolline de Malherbe, qui relaye elle aussi la même fake news, et il est obligé de s'en expliquer en direct. Pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce que on parlait de violence. Mais là, il y a une violence symbolique qui est subie par Bali Bagayoko qui est extrême. À peine élu, et quelle élection ? Enfin, je veux dire, quelle élection ? Élu au premier tour à Saint-Denis, c'est un triomphe. Pour Bali Bagayoko, Saint-Denis, deuxième plus grande ville de la petite couronne, peut-être même deuxième plus grande ville d'Île-de-France. C'est un triomphe. C'est exceptionnel ce qu'il accomplit ce soir-là. Et la première chose qu'il doit faire, c'est se défendre d'une fake news abjecte, qui tente de lui mettre dans la bouche des mots qu'il n'a jamais prononcés. Et ça, c'est une authentique violence politique. De voir passer ses premières 48 heures sur les plateaux à répondre à des polémiques artificielles, mensongères, forgées par l'extrême droite et reprises sur les plateaux de télévision, c'est une authentique violence. Une violence symbolique, comme dit Bourdieu, on va y venir, mais une violence tout de même. Je crois qu'on ne peut pas en rester là. Tout cela est l'occasion de réfléchir un peu sur ce concept central dans toute notre discussion, qui est le concept de violence en politique. On a tendance à considérer que la violence est une donnée,
que la violence est une donnée, voire que la violence est une évidence. On voit quelqu'un se prendre une claque, ou un coup de poing, ou être lynché, ou même simplement être injurié, insulté. Ce sont des faits violents, point. La violence est une évidence. C'est pas le cas. La violence, on va le voir, est un construit social. Il se trouve que le concept de violence, il a une définition assez simple dans la sphère juridique, qui n'est pas celle dans laquelle on s'insère ici. Dans la sphère juridique, la violence désigne avant tout les atteintes physiques contre les personnes. Quand on s'insère dans le débat public, là je pense qu'il faut davantage se tourner vers la philosophie politique et la sociologie politique si on veut analyser comment comprendre le concept de violence. Et là, la philosophie politique et la sociologie politique sont extrêmement claires, et ce depuis plus d'un demi-siècle. La violence n'a rien d'évidente dans une société, la violence est un construit social. Ce que l'on considère comme relevant de violence ou n'en relevant pas est, sinon arbitraire, du moins déterminé par l'état de la société dans laquelle on évolue et l'état du débat public dans lequel on se situe. L'un des chercheurs qui a travaillé là-dessus, c'est notamment Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui a mis en avant un concept qui pour lui est essentiel, qui est le concept de violence symbolique. Et Pierre Bourdieu nous explique qu'il y a des violences qui dépassent le seul cadre physique, ce que l'on a tendance à considérer comme des violences allant de soi, qui sont des violences symboliques, mais qui n'en sont pas moins douloureuses, qui n'en sont pas moins graves, et qui peuvent avoir des conséquences qui sont des conséquences physiques. L'exemple de Bali Bagayoko, de ce qu'il a eu à subir au lendemain de son élection, est, je pense, un exemple absolument clair et évident de violence symbolique. On peut, je pense, facilement imaginer comment est-ce qu'une telle polémique peut vous mettre au fond du trou, et alors là, vous voyez que la distinction entre violence symbolique et violence physique, en fait, c'est une distinction qui est davantage un continuum. Là où, pendant longtemps, en philosophie, on a opposé la violence et le langage, en disant le langage, c'est finalement la manière de dépasser la violence physique, Pierre Bourdieu est venu nous montrer que pas du tout, que dans le langage, il y a des violences symboliques qui reposent sur parfois et souvent des représentations stigmatisantes qui affligent les catégories sociales dominées, j'emploie ici les concepts de Bourdieu, et cette violence symbolique, cette violence qui s'opère dans et par le langage, elle a des conséquences réelles, concrètes, elle peut avoir des conséquences physiques. Il y a un autre concept que la violence symbolique, qui lui est plus facile à manipuler et peut-être plus approprié pour penser la politique aujourd'hui, c'est un concept de Johan Galtung, qui est le concept de violence structurelle. Là, je suis sur ce papier de Karine Gatelier et Klaske Dishkema, publié dans Alternative non violente en 2018. Ils reviennent sur ce concept développé par le sociologue norvégien Johan Galtung en 1969, qui est intéressant, qui est le concept de violence structurelle. Et Johan Galtung nous dit « La violence structurelle, c'est toute forme de contrainte pesant sur le potentiel d'un individu du fait des structures politiques et économiques. Ces contraintes prennent la forme d'un accès inégalitaire aux ressources, aux droits, à l'éducation, à la santé, à la justice, etc. » Là, il y a une idée qui est absolument centrale et structurelle. Le fait de dire qu'il y a des violences politiques qui sont inacceptables et qui sont insupportables pour celles et ceux sur lesquels elles s'adressent. Comment ne pas considérer comme de la violence le fait d'avoir, par exemple, rogné à plusieurs reprises les APL, les aides au logement pour les plus pauvres? Comment ne pas considérer ça comme une violence structurelle, c'est-à-dire le fait de compliquer encore l'accès au logement pour celles et ceux qui subissent déjà toutes les galères pour y parvenir? Comment ne pas considérer comme des violences structurelles le fait pour les chômeurs d'avoir vu leurs indemnités être sabrées, là aussi, à 4 reprises? Ça, c'est ce que nous disent les travaux des sociologues, qui nous disent « Attention, il n'y a pas que la violence physique, il n'y a pas que la violence que l'on voit, il y a aussi une violence qui s'exerce de manière sourde mais réelle et qui a un impact réel lui aussi sur les corps des individus. C'est la violence symbolique de Bourdieu, c'est la violence structurelle de Galtung. Et celle-là, elle est ignorée. On fait tout pour les renvoyer dans une autre sphère que celle de la violence. Parce que si elles étaient reconnues comme telles, pleinement, elles nous deviendraient insupportables. Et si elles nous devenaient insupportables, alors la conséquence serait claire. Il faut changer l'ordre des choses. Il faut sortir du statu quo. Il faut aller vers des politiques différentes. Ce qui est précisément ce que ne veulent pas tous ceux que j'ai cités, les macronistes, les républicains, etc. Mais même dans celles que l'on voit,
toutes les violences ne se valent pas, en tout cas dans le débat public. Et là aussi, il y a quelque chose qui est capital, et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que l'on considère comme violent est un construit social. En l'espèce, il y a plusieurs concepts qui peuvent nous aider à comprendre cela. Le premier concept qui peut nous aider à comprendre tout cela, et dont on parle beaucoup, mais que souvent on ne prend pas la peine de définir, alors qu'en fait c'est un concept absolument crucial, c'est le concept de panique morale. La panique morale, c'est un concept qui a été développé en premier lieu dans le livre de Stanley Cohen, Folks, Devils and Moral Panics, un livre de 1973. Pour Stanley Cohen, la panique morale est un phénomène d'amplification de la déviance, et quand il parle de déviance, il parle en réalité de déviance par rapport à une norme conservatrice. Ce que nous dit Stanley Cohen, c'est qu'il y a panique morale quand des acteurs du débat public s'emparent d'une déviance par rapport à la norme conservatrice ordinairement admise et l'amplifient, l'exacerbe pour susciter la peur ou la colère du public. Et en fait, c'est exactement ce que l'on a vu, là, avec les maires sortants qui ont été hués au soir de l'élection ou lors du premier conseil municipal. Il y a une déviance par rapport à une norme. La norme, c'est que au soir d'une élection, on est confraternel, on est républicain. Le fait de voir un maire sortant hué après 5 ans de mandat, c'est une déviance par rapport à une norme conservatrice. Eh bien, il y a panique morale quand cet écart est exacerbé et qualifié de violence grave, de violence insupportable, d'insulte au visage de la République, quand à côté de cela, des candidats menacés, des candidats insultés, des maires élus diffamés, des journalistes menacés de mort, des journalistes frappés de phrases qui non seulement sont injurieuses, mais relèvent en plus d'injures coloniales insupportables. Tout cela n'a pas droit au même traitement. Parce qu'au fond, tout ça, ça vient d'acteurs qui appartiennent à l'ordre établi. Ça vient d'acteurs qui appartiennent au statu quo conservateur actuel. Et c'est là où on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas l'éléphant dans la pièce. Les foules qui sont stigmatisées comme ayant brisé l'ordre républicain sont des foules d'habitants et d'habitantes de ces villes de banlieue qui sont racisées. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas que les maires sur qui l'opprobre est jeté, alors qu'eux-mêmes ont bien souvent appelé au calme, sont bien souvent des maires eux-mêmes racisés. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas que Bali Bagayoko, sommé de s'expliquer sur une fake news, n'était pas lui-même un homme noir. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas que la journaliste qui subit des attaques, des injures, des menaces absolument insupportables, sans que cela n'attire une condamnation unanime du champ politique, que cette journaliste ne s'appelait pas elle-même Nassira El Moadem. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas tout ça. Et au fond, vous le voyez, on en revient ici au refoulé colonial, on en revient au fond raciste qui anime une bonne partie du débat public et qui, hélas, dicte le là d'une partie du débat médiatique, qui est que le moindre écart à la norme chez des personnes racisées est exacerbé comme violence insupportable, alors que des écarts graves à la norme issus de personnes qui, au fond, incarnent le corps et le visage de la notabilité traditionnelle, là on dit « Oh, il a eu un coup de sang !» C'est ce qu'a dit d'ailleurs Georges Fenech, chroniqueur sur CNews, en parlant du maire d'Arcachon qui a brutalement menacé son adversaire écologiste. Il a dit « Oh, il a eu un coup de sang !» On dira « Oui, c'est pas bien, mais il y a un contexte !» C'est ce qu'a dit Retailleau pour le même maire d'Arcachon. La violence est un construit social. Certaines violences physiques sont exacerbées et présentées comme insupportables, quand d'autres violences symboliques ou structurelles, dont l'impact est pourtant 1000 fois plus massif et 1000 fois plus grave, elles sont invisibilisées. Parce qu'en parler remettrait en cause l'ordre établi. Les violences physiques elles-mêmes, les agressions, les insultes, les menaces, les violences physiques et verbales elles-mêmes, ne sont pas considérées de la même manière selon qu'elles émanent de populations dominées, que ce soit des femmes, que ce soit des pauvres, que ce soit des personnes racisées issues de l'immigration, ou qu'elles émanent de la notabilité, de personnes bien établies, qui incarnent l'ordre conservateur, et que l'on va avoir tendance à comprendre, et à excuser, et à atténuer, et à dire c'est pas si grave. Et je pense que c'est
crucial de ramener ces enseignements sociologiques et philosophiques-là maintenant. Enseignements anciens, tous les travaux que j'ai cités ici sont des travaux anciens. Je pense qu'il faut les ramener dans le débat public et les citer aujourd'hui parce que, tout de même, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas le mouvement qui est en cours, où à gauche, en général, et au sein de la France insoumise en particulier, le moindre débordement, la moindre anicroche, le moindre même écart à une norme, parce qu'on a éventuellement parlé un peu trop fort et parce qu'on a refusé à mettre une cravate, est stigmatisé immédiatement comme une violence insupportable, anti-républicaine, alors que en face, des faits 1000 fois plus graves, des menaces, des agressions, des insultes, issues parfois d'élus, des déclarations antisémites ou racistes ou homophobes explicites, tenues par des élus, là aussi, du Rassemblement national. Tout cela est minoré, pondéré, pour que ça ne sorte pas du statu quo conservateur et que ça ne vienne surtout pas le bousculer. Pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique ne peut exister que parce qu'elle n'est pas comprise comme telle. Pour Pierre Bourdieu, une violence symbolique, quand elle est révélée comme telle, dès lors qu'on en prend suffisamment conscience, elle devient, je vous le disais, insupportable. La violence symbolique ne peut exister que par sa méconnaissance, et c'est sa connaissance ou sa révélation qui la rend insupportable et qui permet dès lors d'agir sur elle. De la même manière, prendre conscience du fait que la violence est un construit social permet de ne pas rentrer dans cette dichotomie délétère, est-ce que vous condamnez les violences, et de remettre en perspective en disant, écoutez, les faits que vous désignez, ils ne me conviennent pas, et je pourrais même admettre, moi, qu'ils rentrent dans la catégorie de violence, mais je ne veux pas le faire sans rappeler que bien d'autres faits, souvent 1000 fois plus graves, eux, ne peuvent pas émerger dans le débat public, eux ne sont pas cités sur vos plateaux, eux ne font pas partie d'une discussion politique dans laquelle pourtant ils devraient être 1000 fois stigmatisés et bien davantage rejetés, et dont ils devraient attirer l'opprobre absolu sur leurs auteurs et leurs autrices. Recommencer à s'interroger sur la violence, recommencer à chercher à la déconstruire, et à la déconstruire pas par une volonté délétère d'obscurcir ce qui auparavant était clair, mais de la déconstruire précisément parce que c'est un construit social qui doit être interrogé. Et quand on l'interroge, dont on voit derrière les disproportions, les hypocrisies, les deux poids, deux mesures absolues qu'il cache. Je pense qu'il est essentiel de faire ce travail, de le faire sans relâche, parce que cette question-là, ce que l'on considère comme violent et ce que l'on considère comme acceptable, elle est déjà au cœur de notre débat public. Elle est au cœur d'un procès en diabolisation qui afflige la France insoumise, mais en réalité, ne soyons pas dupes, qui afflige la gauche dans son ensemble. Et elle aura, si on n'y prend pas garde et si on laisse les choses se dérouler comme elles le font, je crois, à l'avenir, des conséquences absolument dramatiques. Ne soyons pas dupes, soyons vigilants et portons le débat là où il doit être. Non pas condamner les violences, mais commencer à réfléchir ensemble à ce que l'on considère, ensemble, dans notre société, comme violent.